T'a peut-être dit qu'il fallait 10 ou 20 d'apport pour investir en immobilier, que sans ça, sans apport, c'était mort, que la banque refuserait ton prêt, ne te financerait pas. Tout ça, c'est faux. Je vais te montrer comment acheter un bien immobilier sans sortir quasiment un seul euro de sa poche, comment obtenir un financement à 100%, 110%, voire même 120%, et je vais t'expliquer exactement comment ça marche. Dans un premier temps, d'où vient ce mythe de l'apport obligatoire? D'où ça vient cette idée qu'il faut absolument mettre de l'apport? En 2020-2021, le HCSF, le Haut Conseil de la stabilité financière, a recommandé aux banques de demander un apport pour les crédits immobiliers. Il s'agissait au départ surtout d'un apport pour les résidences principales, et à partir de là, tout le monde a cru que c'était devenu obligatoire, que 110 ou 20% d'apport, c'était mort, sauf que c'était uniquement une recommandation, pas une loi, pas quelque chose de figé dans le marbre, et surtout ça concernait principalement les résidences principales. Pour le locatif, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que la banque ne va pas regarder uniquement ton apport, elle va regarder ta solvabilité, ton profil emprunteur et la rentabilité de ton projet. Si ton profil est solide et sécurisant, si ton projet est lisible, structuré et rentable, si les loyers couvrent le crédit, si ton dossier finalement est béton, la banque peut te financer 100%, voire même 110% du bien, voire même plus. Le financement 110%, c'est quoi exactement? C'est quand la banque te prête 100% du prix du bien, plus les frais annexes, donc à savoir les frais de notaire, les frais de garantie de dossier, même si je ne le conseille pas parce que, petit aparté, il faut quand même comprendre que la relation bancaire, c'est du donnant-donnant. Et pour finir, les travaux et parfois même l'ameublement. Tu achètes un bien, 150 000 euros, les frais de notaire, on va dire que c'est environ 12 000 euros. Au total, tu vas payer 162 000. Avec un financement à 110%, la banque va te prêter les 162 000 euros. Tu sors rien de ta poche, zéro ou presque, comme je l'ai dit, frais de dossier, frais de financement, mais il faut savoir mettre quand même un minimum, faut pas déconner. Alors oui, tu empruntes plus, donc tu rembourses plus, tes mensualités sont plus élevées, mais ton apport, il reste sur ton compte et finalement, tu peux l'utiliser pour un autre projet, pour prouver ta solvabilité et ta capacité à savoir gérer tes finances, à épargner, ou bien aussi le garder comme matelas de sécurité pour les aléas de tes projets. Donc c'est ça l'intérêt du 110%, tu conserves ta trésorerie, et en immobilier, la trésorerie, c'est la clé. C'est ce qui te permet d'encaisser les imprévus et de saisir les opportunités, de montrer à la banque ce que tu vaux et finalement de scaler. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on obtient un financement à 110%? Déjà, soyons clairs, toutes les banques ne financent pas à 110%, et celles qui le font ne le donnent pas à tout le monde. Le 110%, ça se mérite. C'est une question de dossier, de relations bancaires et de confiance bâtie sur le long terme. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais comment je fais si je débute? Je vais te montrer 5 critères, je vais les énumérer assez brièvement, pour que tu comprennes ce qui fait la différence. Premier critère, il y a la rentabilité du projet. Bien évidemment, si ton projet dégage un bon rendement, si les loyers couvrent largement le crédit, ben forcément la banque est rassurée et elle sait que le risque est faible. Avec euh, un projet avec un rendement confortable dans une zone qui se valorise bien, dans un bon secteur, ça a beaucoup plus de chances d'être financé à 110%. Pour ça, tu vas devoir t'appuyer sur des avis de valeur locative, sur des avis de valeur foncière pour pouvoir prouver que ton risque est maîtrisé, que ton bien vaut plus que ce que tu l'as acheté et que tous les frais annexes. Deuxième critère, ton reste à vivre. La banque va regarder combien il reste sur ton compte après toutes les charges et dépenses, et d'où l'importance aussi d'avoir nettoyé ses comptes en amont et de ne pas faire des dépenses douteuses. Et si ton reste à vivre est confortable, elle acceptera plus facilement de te financer sans apport. Troisième critère, ta gestion bancaire, ton scoring bancaire, la banque te note encore une fois, donc principalement tes relevés de compte des trois derniers mois, ils doivent être nickel. C'est ton CV bancaire, donc pas de découvert, encore une fois, pas de dépenses qui excèdent ce que tu peux te permettre de dépenser, euh, pas d'excès. Une épargne régulière, évidemment. Et si, par exemple, tu as 30 000 euros d'épargne, mais que tu veux les garder, c'est OK. La banque, elle verra que tu as de l'épargne et ça la rassurera. Quatrième critère, avoir un rendement au moins à l'équilibre, sauf exception, bien sûr, dans des secteurs qui se valorisent très très bien, comme Paris ou Lyon, par exemple. Euh, mais en tout cas, le fait d'avoir des loyers qui, pondérés à 70%, couvrent
70%, c'est pour tenir compte voilà, de toutes les charges, taxes foncières, charges de copro, les imprévus, les travaux, etc. Que ces loyers pondérés à 70% couvrent au moins ta mensualité de crédit. Critère numéro 5, la banque et le moment. Certaines banques prennent à 110% ou 100%, d'autres non, et ça dépend aussi du moment, du contexte financier, des objectifs bancaires, de ton conseiller, des objectifs commerciaux, etc. C'est pour ça qu'il faut démarcher plusieurs banques. Il ne faut pas s'en tenir seulement à sa banque principale ou à une, deux, voire même trois banques. Des fois, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut tenter d'obtenir la personne la plus à même de te valider le financement avant même que ça passe aux engagements au comité décisionnaire. Maintenant, je vais te partager une technique que presque personne n'utilise, ou en tout cas que presque personne n'utilise correctement. Il s'agit de l'acte en main. L'acte en main, c'est quoi? Normalement, quand tu achètes un bien, le prix affiché, c'est le prix net vendeur, et les frais de notaire, ils sont payés à part, et ils sont payés en plus. Tu les payes en plus, et ils sont très souvent à charge acquéreur. Donc exemple, encore une fois, tu as un bien affiché 150 000, tu payes 150 000 au vendeur, plus 12 000 euros de frais de notaire. Total, dépensé, décaissé 162 000 euros. Avec l'acte en main, tu négocies différemment. Tu dis au vendeur, eh bien, écoutez, j'achète votre bien 162 000 euros, même s'il est affiché à 150, et j'achète 162 000 acte en main. C'est-à-dire que dans ces 162 000, les frais de notaire sont déjà inclus. Donc il y a les 150 000 qui vont partir pour le vendeur, et les 12 000 euros qui vont partir pour le notaire. Tu me dis, ouais, mais ok, mais ça change quoi? Au final, on paye toujours 162 000 euros. Je veux dire que ça change tout au niveau du financement. Parce que sur le compromis de vente, ça va être affiché un prix à 162 et non pas 150. Et quand tu vas voir la banque, bah, tu vas lui demander de financer les 100% du bien, à savoir 162 000, parce que c'est réellement le prix que tu payes le vendeur pour l'achat de son bien. Sauf que la banque, voilà, elle finance 100% du bien, et donc elle va te prêter les 162 000 euros. Sauf que dans ces 162 000, encore une fois, il y a les frais de notaire. Résultat, tu as obtenu un financement à 110%, donc prix du bien plus frais de notaire, en demandant officiellement un financement à 100%. Parce que oui, quand tu vas voir la banque, ne demande pas directement un financement à 110%, sauf si tu es vraiment très sûr de toi, que tu as une relation de confiance avec ton banquier. Mais voilà, demande un financement à 100% et use de cette stratégie pour pouvoir obtenir le 110. Alors tu vas me dire, mais le banquier, il n'est pas con, il va bien voir que je veux juste le douiller en faisant passer les frais de notaire à charge vendeur. Sauf que non. D'une part, il faut que tu comprennes ce qu'on appelle l'asymétrie de compétences. Un banquier, c'est un commercial, c'est pas forcément un pro de l'immobilier, et il ne sait pas toujours lire, et parfois ne lit même pas toujours un compromis correctement. D'autre part, si tu as un bon notaire, tu peux tout à fait faire en sorte que les frais de notaire ne soient pas ne soient pas explicitement mentionnés ou ventilés dans le compromis. Il faudra bien faire attention lors de l'appel de fonds, c'est-à-dire quand ton notaire va faire l'appel de fonds à la banque pour le financement, à ce que ton notaire demande la bonne somme avec la ventilation rédigée de manière intelligente, euh, voilà, qui demande ça au banquier de manière intelligente, sinon il risquerait de s'en apercevoir. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui sera en description. Je partage typiquement ce genre de techniques avancées. Enfin, même s'il s'en aperçoit, eh bien, sois préparé, sois en mesure de lui expliquer le pourquoi du comment, et fais-lui comprendre que bah, ça facilitera simplement le financement du dossier, euh, et que finalement il n'y aura aucune tension de trésorerie, et que l'opération sera sécurisée. Maintenant, comment on négocie l'acte en main auprès du vendeur? Déjà, il faut comprendre que la plupart des vendeurs en direct s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est de savoir combien ils vont toucher à la fin. Donc, si tu lui dis, je vous propose 150 000 euros net, ou si tu lui dis, je vous propose 162 000 actes en main, pour lui, c'est pareil tant que tu lui expliques et qu'il comprend. Il touche 150 000 à la fin, quoi qu'il arrive. Donc, ton argument, c'est, je fais une offre acte en main parce que ça facilite mon financement, donc finalement, ça rassure le vendeur. Et vous touchez exactement la même somme dans les deux cas. Donc la plupart des vendeurs en direct acceptent sans problème. Là où ça peut coincer, c'est plutôt avec des agents immobiliers qui ne sont pas forcément formés à l'acte en main, qui ne connaissent pas l'acte en main, qui trouvent ça bizarre, qui ont peur que ça rallonge les délais, que ça complique la vente et que ça n'aboutisse pas. Donc dans ce cas-là, explique-lui clairement ou demande à parler directement au vendeur. Et si l'agent refuse catégoriquement de remettre ton offre au vendeur parce qu'elle est acte en main, déjà il est dans l'obligation légale de présenter toutes les offres qu'on lui présente. Et bah, c'est simplement que c'est peut-être pas le bon agent avec qui travailler. Et dans ce cas-là, passe au suivant et perd pas de temps. Quelques points importants à garder en tête, bien sûr.
parce que tout n'est pas si facile et tout n'est pas tout rose. Point 1, l'acte en main, bon, ça augmente les frais de notaire. Pourquoi? Parce que les frais de notaire sont calculés sur le prix affiché dans l'acte. Donc si tu l'affiches à 162 000 au lieu de 150, bah forcément, ça va légèrement les augmenter de quelques centaines d'euros, mais c'est pas la fin du monde. Mais il faut le savoir quand même. Point 2, le 110% augmente ton endettement. Bah oui, forcément, tu empruntes plus, donc tu rembourses plus, donc ton taux d'endettement commence à plafonner davantage. Si tu es déjà proche des 35%, si tu n'as pas un montage en société, pas un montage optimisé, le 110%, ça peut te faire bloquer sur des futurs projets. Voilà. Mais encore une fois, c'est seulement si tu n'as pas la bonne stratégie de départ et si tu n'as pas bien mis les choses en place. Toutefois, il faut le calculer et parfois mettre un petit peu d'apport pour garder une marge d'endettement, apport que tu vas pouvoir récupérer facilement et rapidement avec par exemple un différé. C'est plus malin que de tout faire financer. Autre point, pour obtenir un financement à 110%, c'est de gonfler le devis artisan. Si tu travailles avec des personnes de confiance pour tes travaux, personnes encore une fois qui comprennent ta vision et ta stratégie, tu peux demander à prendre une marge de sécurité, ce qui est souvent d'ailleurs recommandé parce que souvent tu vas dépasser ton budget de travaux parce que tu vas avoir des imprévus et tu vas demander ensuite à te faire rembourser le trop perçu, par exemple sur un compte secondaire pour pas que la banque voit que l'argent revient, sinon elle va trouver ça suspect. Donc, pour conclure, le financement à 110%, oui, c'est toujours possible. C'est pas réservé qu'aux riches ou aux initiés. C'est une question d'intelligence stratégique, d'intelligence bancaire et de vision de l'investissement. L'acte en main, c'est un outil avant tout pour faciliter le financement et pouvoir dupliquer tes opérations en conservant ta capacité d'épargne pour pouvoir te reporter sur d'autres projets. Donc si cette vidéo t'a prouvé que l'apport n'est pas une fin en soi, n'est pas une fatalité ni une obligation, et si ça t'a donné envie de te lancer dans ta première opération, pourquoi pas sans apport, eh bien je t'invite à rejoindre mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Je partage des techniques avancées comme celle-ci, des outils stratégiques pour mener à bien tes opérations immobilières dans les meilleures conditions. Et si jamais tu connais quelqu'un qui pense qu'il ne peut pas investir parce qu'il est obligé de mettre de l'apport, eh bien n'hésite pas à lui partager cette vidéo, ça pourra peut-être tout changer pour lui dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour se lancer. On se rejoint sur le canal, je te souhaite de passer une très bonne journée, je te dis à la prochaine.